Bonsoir à toutes et à tous, ravi, très heureux de vous retrouver. Bonne année à ceux qui viennent de nous suivre en tous les cas et ceux qui sont également sur les réseaux sociaux. Facebook, vous likez, ça s'intitule Ça fait débat et sur Twitter, @CFDébat. Merci de votre fidélité, merci à vous tous. Vous le savez, ça fait débat, ça n'a absolument pas changé. C'est les sujets qui ont secoué la semaine avec des débatteurs évidemment qui seront là, des polémistes aussi, pour commenter cette actualité. On démarre tout de suite au sommaire. Allez Valério, on lance le sommaire, c'est parti. Présidentielle en Centrafrique, une vingtaine de candidats exigent l'arrêt d'une mascarade. Oui, on parle déjà d'une mascarade. D'autres sont pour, contre, on en parle ici. Le pays n'est-il pas tiré d'affaire? On en parle, les candidats veulent le mettre en cause, cette élection. Eh bien, c'est les questions ici qu'on va soulever dans l'émission Ça fait débat. On parlera direction de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara qui gracie 3100 détenus. Eh bien, l'opposition dénonce déjà, bien sûr, avec notamment en tête Mamadou Coulibaly qui lui a accordé une interview il y a récemment où il dit que la Côte d'Ivoire n'avait pas besoin de grâce présidentielle mais d'un état de droit. On en parle. La crise burundaise, oui, pas de reprise de discussion. Et pourtant, ça dure depuis quelques jours cette histoire. Accusation des membres d'avoir participé à une tentative de putsch, d'autres qui disent un dialogue n'est plus possible. Enfin bref, côté opposant, la ligne rouge est franchie. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est dans Ça fait débat et c'est parti. Et vous le savez, le dicton n'a absolument pas changé. Ça fait débat et en toute liberté d'expression. C'est ici que ça se passe avec Antoine Glaser. Merci d'être avec nous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, journaliste spécialiste Afrique. Absolument. Tout va bien? Bonne année. Très bien, bonne année. Absolument. Bonne année à tous. À vos côtés, Paul Siriac Semaporo, président du collectif des voix des sans-voix de Centrafrique. Bonne année aussi également. Merci d'être avec nous. Bonne année, monsieur. En face de vous, Boston Goké, grande gueule. C'est pas moi qui le dis, c'est les téléspectateurs. Mais bonne année à eux, à toi aussi. Voilà. Pardon, mais c'est vrai. Alors, on m'a dit de vous le dire, donc c'est tant mieux. Ça veut dire que vous faites parler de vous. Écoutez, c'est une bonne chose ici dans Ça fait débat. Et enfin, un homme qui nous vient tout droit de la Côte d'Ivoire. Il s'appelle Aben Naki. Là, il a l'habitude de venir ici fréquenter Ça fait débat. Il est président du CRI panafricain. Merci d'être avec nous. Merci. Comment s'est passé votre séjour en Côte d'Ivoire? Très bien, très bien, très bien. On a essayé de mettre en place une opposition forte, mais bon, les choses se sont passées autrement, on va en parler. On va en parler tout à l'heure, absolument, messieurs. Allez. Messieurs, ce que je vous propose tout de suite, c'est de démarrer avec ce premier sujet. Premier sujet concernant la présidentielle en Centrafrique. Oui, ça fait débat, ça fait polémique. La situation, évidemment, elle prend des tournures. Bon, on va en parler ici. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de découvrir ce sujet de reportage réalisé par Moïse Monkoro. Et on revient ici en parler. Regardez. C'est sa première apparition depuis la publication des premiers résultats partiels qui les place en tête du premier tour de la présidentielle. Ici, Faustin Archange Touadéra est reçu par le président du Conseil national des transitions qui tente de jouer les médiateurs pour éviter une crise politique. Le candidat indépendant et ancien premier ministre de François Bozizé est au coude à coude avec Dolo Guelleh, lui aussi un ancien premier ministre sous le régime de Félix Patassé. Les résultats partiels et provisoires publiés par l'autorité nationale des élections se basent sur 53% des bulletins dépouillés. Les résultats complets devraient être rendus publics vendredi prochain. Le taux de participation est lui estimé pour l'heure à près de 72%. Un scrutin pour lequel les Centrafricains se sont massivement mobilisés, mais qui risque de ne pas faire sortir le pays du chaos. Une vingtaine de candidats dénoncent depuis lundi une mascarade électorale. Exigeant purement et simplement leur arrêt au profit d'un processus concerté. Réponse de l'autorité nationale des élections, le processus électoral continue et pas question de le remettre en cause. Message également ce mercredi de la France qui appelle à son tour les acteurs politiques centrafricains à faire preuve de responsabilité. Autrement dit, Paris appelle à sauver le processus électoral dont le succès devrait lui permettre de se désengager plus rapidement sur les terrains militaires en Centrafrique. Alors, je vous ai vu sourire à plusieurs reprises, Boston Goké. Oui, je vous ai vu sourire notamment sur une déclaration. Alors, dans une déclaration commune, oui, commune, une vingtaine de candidats du premier tour de la présidentielle en Centrafrique ont exigé clairement, j'ouvre les guillemets, l'arrêt des opérations électorales, dénonçant, j'ouvre les guillemets, une mascarade, oui. Alors ça vous fait sourire, je vais vous donner la parole. Une vingtaine de candidats du premier tour. Alors donc Karim Bekassoua, que vous connaissez, présenté comme l'un des poids lourds. Une vingtaine, c'est descendu à oui, 18. L'un des poids lourds. Oui, une vingtaine. L'un des poids lourds de l'élection. Et Sylvain Patassé, le fils, comme l'a rappelé le sujet de reportage de l'ex-président Félix Patassé, ont exigé une déclaration commune, l'arrêt des opérations électorales. Et on parle d'entrée, de mascarade. Pourquoi ça vous fait sourire quand on parle de mascarade? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, parce que la participation est factuelle. Oui.
et que vous pouvez tous constater que le peuple s'est mobilisé. Oui. Était Alors vous qualifiez présent. ça de bidon alors? Non, non, attendez, je vais y arriver. Donc, le peuple était présent. Hein? Dans toutes les rues, on pouvait voir ça. C'est vrai. Malgré, bravant même des craintes de tir et autres. Le peuple était présent. Donc on ne peut plus parler de mascarade. Maintenant, vous savez que mardi dernier, le représentant du secrétaire général des Nations Unies a convoqué tous les candidats à la présidentielle. Beaucoup sont venus, ont changé de position, parce qu'ils avaient tous signé un code de conduite Très sous juste, l'initiative du pape. Oui, oui. Donc, et selon ce code de conduite, ils devaient s'en référer au Conseil constitutionnel. Alors, comment des hommes, soi-disant responsables, qui veulent prendre en main la responsabilité d'un pays meurtri, peuvent du jour au lendemain se lever et avoir de telles réactions? Je comprends que vous essayez de parler de mascarade. Mais c'est pas moi, monsieur. Monsieur Ces gens-là eux-mêmes. Je ne parle. C'est pas moi qui parle de mascarade. Ces gens-là. C'est cette vingtaine de candidats. Non, c'est plus 20, ça avec une ça descend déclaration tous les jours. commune. Oui, alors 18, 20, Alors, ce que vous depuis voulez. mardi dernier, avec une en déclaration présence- commune. Laissez-moi J'ouvre les terminer. guillemets. C'est pas moi qui ouvre les guillemets. Depuis mardi dernier, le nombre a baissé. L'une de ces personnes-là, Karim Mekassoua, je comprends son désarroi, parce que vu l'argent qu'il a investi, c'était l'un de ceux qui avait beaucoup mis d'argent dans cette campagne. Il était aussi le Au favori. regard du C'était l'un des grands résultat. favoris. Mais on a tiré également une leçon de cette campagne. On y reviendra. Mais déjà, je veux vous dire, c'est pas 20, c'était 18, et peut-être qu'aujourd'hui, ce serait encore à 15. Et sortant de cette réunion, vous savez ce qu'ils ont reproché principalement? Certains ont dit qu'ils ne voulaient pas de cette méthode qui consistait à donner les résultats, là, tous les jours. Le peuple pouvait suivre, avait des rendez-vous de point de presse par l'ANE, et ça pouvait être dégradant pour certains candidats. C'était la principale raison pour laquelle ils disaient c'est une mascarade. Ils auraient préféré avoir un résultat global. Comme ça masque tout, et voilà. Vous comprenez, pardonnez-moi, Boston Gobé, mais vous comprenez les enjeux. Gokey, excusez-moi, pardonnez-moi. Les enjeux que la Centrafrique, évidemment, attendent là dans les prochaines années. Là, il s'agit quand même de quelque chose de majeur. D'abord, la sécurité concernant les Centrafricains eux-mêmes, et puis la politique à venir. Je vous donne la parole, Antoine Glaser, et ensuite Paul Sériac, c'est ma pour. Ouais, ça ne va pas vraiment faire débat, parce que globalement, je suis assez d'accord sur ce qui vient d'être dit. Pour la simple raison, on sait bien, en politique, on sait d'où on vient et où l'on va. Je veux dire, toutes ces personnalités, tous ces candidats savent très bien la situation du pays. Ils savent très bien que c'est pas vraiment, on peut pas appeler ça vraiment un processus électoral, que c'est plutôt un exercice de style, qu'il y a justement le référendum, parce que c'est extrêmement compliqué. Il faut quand même expliquer que ce pays est grand comme la France, pour à peine 5 millions d'habitants, 4,5 millions d'habitants, que c'est complètement les Nations Unies qui tiennent le processus électoral entre leurs mains, que c'est eux qui assurent toute la logistique, de s'imaginer que ça puisse se faire autrement. Moi, je retiens également que c'est extraordinaire la mobilisation du peuple centrafricain. Je veux dire, c'est pas 38% de participation comme au référendum. Là, c'est déjà plus de 73%. C'est 73, c'est ça, un peu plus, et donc, ouais. c'est extrêmement important. C'est ça qui est important. Que ensuite les favoris, pas les favoris, etc. Ça, c'est un autre débat. Mais d'imaginer que déjà, dès le lendemain, dire oh ben non, c'est une mascarade, etc. De toute façon, tout le monde savait que c'était un exercice de style. Tout le monde savait que c'était la pression de la communauté internationale. Et quand il s'agit de la Centrafrique, quand on parle de communauté internationale, c'est la France. Pourquoi? Parce que la France ne pense qu'une seule chose, c'est retirer les troupes de l'opération Sangaris. Et surtout, n'a pas les moyens de payer comme elle le faisait dans le temps. Et des grands pays comme les États-Unis, même les congrès américains, pour pouvoir donner une aide financière, il faut qu'il y ait des institutions. Donc bien sûr que c'est un exercice de style. Alors est-ce qu'on... C'est pas une mascarade, c'est simplement les conditions dans lesquelles ça se fait. Je veux dire, toutes les personnalités qui disent ah ben non, c'est une mascarade, etc. parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils n'arrivent pas du tout Ceux qui dénoncent au cette deuxième tour. mascarade-là, c'est des gens qui sont partis Mais candidats favoris. mais C'est ce des sont gens qui sont parmi... Ce sont Non, mais attendez, C'était non. juste des grenouilles qui se faisaient Mais aussi pas du tout. grosses que des vaches. C'est pas vraiment La ça. politique, c'est une question d'enracinement Non, territorial. messieurs, je ne peux pas vous laisser dire C'est ça. une question de Ces deux responsabilité. personnalités
personnalités que je vous ai citées tout à l'heure faisaient partie des candidats moi, favoris. Non, je ne dis pas sur ces personnalités, je dis simplement... Je vous ai déjà dit la fois dernière, c'était les vôtres. Très bien que ça n'allait pas se passer comme sur les bords de Seine. Voilà, c'est tout. Moi, je ne juge absolument pas. Ils ont peut-être des bonnes raisons de contester ce qui se passe en ce moment, mais je dis que c'était quand même attendu, que c'était un exercice de style électoral et que ça allait se passer dans les conditions dans lesquelles ça se passe actuellement. Donc il aurait fallu fermer sa gueule, comme on dit, pardonnez-moi l'expression, matrimonialité, et que voilà, on laisse passer ces élections, et puis voilà. Non, d'ailleurs, elles ont lieu. Oui, bien sûr qu'elles ont lieu. À partir du moment où il y a quand même des gens, il y a quand même des bulletins qui sortent des urnes. Il y a des gens qui sortent, je veux dire, que ce soit Faustin ou Dologuélé, tout ça. Ou Bouzizi aussi qui agit dans l'ombre. Oui, mais je veux dire, évidemment, mais il faut quand même savoir qu'est-ce qui se passe actuellement dans ce pays et est-ce qu'il faut absolument quand même sortir de la crise. C'est ça qui prime par rapport à la responsabilité des gens. Je vais vous aussi donner la parole, Antoine Glaser, je vais aussi donner la parole à votre collègue qui est à côté. Il est président du collectif des voix des sans-voix de Centrafrique. Vous qui êtes chez vous, je vous le rappelle, vous pouvez commenter l'actualité. Et je sais que vous êtes très nombreux à le faire, vous le faites très très bien. La page s'intitule Ça fait débat, vous likez et puis vous réagissez. Il n'y a aucune censure, zéro censure. C'est ici que ça se passe dans Ça fait débat. Et sur Twitter, pour les tweetos, @CFDébat. Paul Cyriac, c'est ma parole. Dites-moi. Je rejoins totalement le point de vue de mon frère Gauquet. Je pensais que vous alliez faire le contraire. Je ne vais pas faire le contraire, je vous assure, ce qu'il a dit est capital. Mais je vais vous dire une chose encore. C'est un manque de respect terrible au peuple centrafricain. Le fait de vouloir remettre en cause ces élections-là. Nous les avons. Ils sont pas crédibles, ces candidats ? Ils ne sont pas crédibles. On a sonné le signal d'alarme. On avait dit au début que les conditions n'étaient pas réunies. Prenez le temps de tout sécuriser, d'organiser normalement avant de pouvoir aller aux élections. Mais à un moment donné, comme ils ont tellement tapé du poing sur la table, il fallait qu'ils y aillent. Mais le peuple a dit allons-y. Et ils ont même sorti une nouvelle expression là-bas, allons seulement. Et allons seulement, c'est le nouveau terme qu'on utilise à Bangui. Même les candidats utilisaient ce terme-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir avoir le vote des Centrafricains? Eux, déjà même. Certains, ils se lèvent un beau matin. Ça s'appelait à Boston. Ils s'appellent un beau matin. Non, mais on y arrive. Non, mais on y arrive. Moi, je veux que le débat s'installe. Sans avoir rien fait pour le pays, ni avoir occupé un poste de responsabilité, ni avoir marqué des points sur le pays, ni avoir fait des actes positifs. On veut se présenter au suffrage universel, alors qu'on n'a rien fait. Et non seulement ça, au moment où il y avait l'insécurité au pays, on tuait des gens, on faisait du n'importe quoi. Ils n'ont jamais ouvert la bouche pour condamner ou pour se mettre du côté du peuple. Ils ont tous fermé, la plupart d'entre eux, ils ont fermé la bouche, ils n'ont même pas condamné. Aujourd'hui, ils viennent aujourd'hui, je vais donner des noms. Ils viennent aujourd'hui... Balancez. Ils viennent aujourd'hui demander à ce que ce peuple, pour qui ils se sont cachés, ils sont terrés, ils n'ont rien dit par rapport à ce qui leur arrivait, ils veulent avoir leur suffrage. Je vous dis, même aujourd'hui, s'il est question d'aller aux élections, ils ne peuvent pas. Mais les résultats qui se dégagent en ce moment-là, les 3 premiers en lice et puis suivis de ceux-là, mais c'est des vrais votes. Mais qu'ils apportent les preuves qu'on a triché, mais ils ne peuvent même pas emmener les postes. Paul Cyriac. Oui. On va tenter d'avancer, si vous voulez bien. Avançons alors, je veux bien. Avançons à Ben Laki. Oui, on vous a pas entendu. Oui, sur la question, parce que c'est vrai que sur la table, là, il ne va pas y avoir débat sur ce sujet. Je vais être aussi d'accord avec mes co-panélistes sur la question. Parce qu'il faut comprendre que ce qui s'est passé en Centrafrique, c'est une élection qui a été organisée par une transition. Donc, c'est une transition qu'il y a eu. Donc, parmi ceux qui organisent ces élections, il n'y a pas de candidats, comme ça s'est fait au Burkina Faso. Donc, ce n'est pas un candidat sortant, donc un président, qui organise les élections. Donc, c'est un organe neutre, dans lequel il n'y a même pas de candidat. Donc, on ne peut pas tout de suite parler de mascarade. C'est un grand mot. C'est un grand mot. Et souvenez-vous... Il ne fait pas le choix de chacun des élections. Souvenez-vous qu'il y a quand même 30... Il organise le calendrier. Il y a quand même 30 candidats. Comme il a dit, comme vient de le dire, 30 candidats. Des gens qui sont sortis de nulle part. Qui se disaient le candidat de la France et le candidat de la transition, de la dame de transition. Nulle part et qui sont candidats. Je pense que la transition n'a vraiment pas eu assez de temps pour organiser des élections exactement comme on le voulait. Mais il faut respecter le processus, il faut respecter l'ANE, qui est l'organe qui organise ces élections. Et aller dans le processus. Parce que ces gens qui le disent, ils auraient bien le faire. Le faire en amont, avant de rentrer dans le processus. Je vais tenter d'avancer avec vous. Je vais tenter d'avancer, parce qu'il faut quand même qu'on avance. Qu'est-ce que vous répondez à ce communiqué qui dit, ils l'ont confirmé, donc Touadéra, donc, qui lui, ancien Premier ministre, vous le savez, entre 2008
et 2013, c'est bien ça, je ne me trompe pas, de l'ex-président François Bozizé. Ben lui, il agit et il avance comme candidat indépendant, plutôt bien. Et en même temps, vous savez quoi? Une autre déclaration. Par rapport à ces élections, il y a un tel problème. On a trouvé des gens avec 200 cartes d'électeurs et avec des urnes bourrées. Alors, on a acheté la conscience des gens en donnant 5000 francs CFA aux électeurs pour voter pour tel ou tel candidat, etc., etc. Moi, je veux bien vous entendre là-dessus. Hein. Oui, c'est pas des déclarations bidons. Cela, justement, peut jeter du discrédit sur ces élections. Je referme les guillemets pour pas qu'il n'y ait qu'on ne me dise pas que je raconte des choses. Et c'est une déclaration de Capou, un des candidats, Théodore Capou, que vous connaissez. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a suscité, vous savez quoi, un vrai débat. Mais non, mais il ne peut pas bidonner non plus. Il n'y a jamais eu d'élection à 100% parfaite. Mais maintenant... Oui, vous répondez quoi à cette déclaration? On a bourré les urnes en achetant les gens, en achetant les électeurs avec 5000 francs CFA. Chaque candidat a la possibilité d'avoir ses représentants au sein de l'ANE. Et il n'y a même pas 48 heures, c'était exactement hier, Désiré Kolingba, un des candidats, numéro 3, a voulu faire vérifier le système informatique de toute l'ANE. Il a emmené ses informaticiens, il a vérifié, il s'est retiré. Oui, mais vous répondez quoi? Moi, je veux... La Centrafrique m'intéresse là, parce qu'elle fait débat sur des questions que tout le monde se pose. Je vais te donner une information peut-être plus importante que celle-là. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est sur 250 000 bulletins de vote pour lesquels il n'y a pas eu toutes les signatures et tout ça, et que l'ANE a refusé de comptabiliser. Donc la vraie question aujourd'hui de certains candidats, c'est pourquoi on ne comptabilise pas ça, on verra ça avec le Conseil constitutionnel. Mais je veux revenir sur ces élections. Et vraiment, il faut... Parce que ça va faire cas d'école en Afrique. Et pour tous ceux les Africains adorent la politique, mais qu'ils apprennent ce cas d'école. La politique, c'est avant tout une question d'enracinement territorial. C'est ce que Touadéra a démontré pour être le numéro 2, pour battre Ziguélé. C'est ce qu'il a dû démontrer. Je vais te dire pourquoi. Très rapidement. Oui, dites-moi. Parce que moi, je veux quand même qu'on me réponde à cette déclaration. M. Touadéra était le vice-président du KNK. Il voulait se présenter. Il est allé voir Bozizé pour lui dire « Tu ne peux pas te présenter, laisse-moi me présenter ». Bozizé l'a fait virer par son secrétaire général. Tu ne verras pas une seule affiche au nom de Touadéra dans les centres-villes de Bangui. Pas de maillot, pas de casquette. Rien que la base, la machine KNK... J'ai pas les images, mais tu verras, c'est ce qui s'est passé. Il a gagné rien qu'avec l'enracinement territorial d'une partie du KNK qui s'est désolidarisé. Attendez, dans l'ordre, s'il vous plaît. Antoine Glaser, Aben Laki, Paul Sériac. À la question, je veux dire, dans les conditions... À la déclaration, plutôt. À la déclaration, dans les conditions... De Capou, dans les conditions dans lesquelles cette élection a été préparée et se déroule. Rien n'est extraordinaire, même dans des pays où c'est extrêmement organisé. Il y a toujours des contestations, il y a toujours des bourrages d'urnes, etc. Et de toute façon, tous ces candidats, c'est pour ça que c'est assez extraordinaire de voir un candidat indépendant qui arrive comme ça en première, en deuxième position. C'est parce que c'est absolument incroyable de voir un certain nombre de candidats avaient des avions pour faire campagne. Certains avaient des petits avions pour faire campagne. Certains avaient énormément de financement. Encore une fois, c'est un exercice de style démocratique. Il y avait vraiment une grande inégalité entre les candidats. Et moi, personnellement, le petit blanc des bords de Seine qui voit à quel point le peuple centrafricain... Comme en France, comme chez nous finalement, ou comme en Europe, c'est la même chose. Non, absolument pas. Vous connaissez pas la Centrafrique. Il y a des gens qui peuvent même pas sortir des quartiers. Je veux dire, ça n'a absolument rien à voir avec des gens qui avaient des avions, qui avaient des moyens, qui payaient. Mais certains ne sont pas sortis aussi de leur banlieue. Moi, je pense... Mais certains ne sont jamais aussi sortis de leur banlieue du 7-8 ou du 9-3. C'est très important. Antoine Glaser. Et on est en Centrafrique actuellement. Il faut voir la Centrafrique. Encore une fois, c'est plus de 600 000 km², absolument. C'était un défi gigantesque. C'était absolument énorme. Et donc, de venir en disant « Ah oui, mais attention, là, il y a eu ça. » Ben oui, il y a eu ça, d'accord, ok. Mais globalement, il faut voir par rapport à un pays qui était en train de sombrer complètement.
totalement de sombrer dans une violence, dans une... On oublie qu'il y a quand même 2 ans où on parlait de guerre ethnique, confessionnelle, religieuse, c'était épouvantable, etc. La France, on l'a un peu oublié. La France voulait même pas que le pape, on disait au pape, ah non, ne venez pas parce qu'on ne peut pas assurer votre sécurité. C'était scandaleux, c'était scandaleux. Tout le monde était prêt à oublier le Centrafrique. Tout le monde était branché sur le Mali, magnifique opération Serval, etc. Et la Côte d'Ivoire, et on laisse tomber Centrafrique. Que les Centrafricains se mobilisent, montrent qu'ils y croient. Qu'ils se déplacent pour aller voter. Au lieu de prendre des armes, moi je préfère qu'ils prennent des bulletins de vote. Et c'est ce qui se passe dans ce pays. Mais vous lui répondez quoi, Capou, quand ils disent que les urnes sont bourrées? Mais c'est ça qui m'intéresse, moi. Vous êtes en train de dire, j'entends bien, j'entends bien que... Et heureusement d'ailleurs, je m'adresse aux Centrafricains, ils ont été massivement votés et qu'on peut que l'applaudir. Mais répondre, s'il vous plaît, je réponds à Capou que Anissé Dolo-Guelleh, qui est le meilleur, là, il s'est donné les moyens de se bâtir une machine et d'aller dans les fins fonds des villages. Monsieur Capou ne peut pas rester à Bangui. Il y a les Banguissois et il y a les Centrafricains. Et il faut arrêter, cesser d'écouter les Banguissois. Donc il raconte des salades. Écoutez les Centrafricains. C'est beaucoup plus vaste que ça. Attention, il raconte des salades. Ils racontent des salades. Tout ce qu'ils disent là, c'est que du pipeau. Ouais. Ils ne sont même pas connus du peuple centrafricain. Ils ne peuvent pas aller au village. Ils n'ont même pas eu l'occasion de battre à l'intérieur du pays. Les urnes. Ils n'ont pas amené les preuves. Ils n'ont pas amené les preuves. C'est une invention parce qu'ils parlent de ça, mais qu'ils amènent sur le Faites attention à ce que... Non, mais il faut vraiment qu'on fasse attention. On vous dit que c'est pas vrai. Comment avancer ce que vous dites, la véracité de l'information? Vous vous appuyez sur quoi pour dire que ce n'est pas vrai? On s'appuie sur le fait que, mais si vous avez plus des gens avec des bulletins de paie, pourquoi ne pas les avoir pu les présenter aux représentants de la loi? Il fallait les arrêter. On en a entendu parler, mais on n'a jamais vu. On a vu des photos, mais on n'a jamais vu ces pièces montées comme ça, là. On a arrêté un taxi devant une pâtisserie à Bangui, bourré d'urnes, mais on n'a pas dit qui était le candidat, qui était sur cette liste-là. On nous montre des schémas, des maquettes, mais on n'a pas vu les preuves. Ça, c'est un manque de respect encore terrible vis-à-vis du peuple centrafricain qui s'est déplacé massivement. Je remercie le peuple centrafricain de s'être levé comme un seul homme pour aller voter. Et je remercie la communauté internationale qui était à côté, la communauté africaine qui était là. Ils ont approuvé, ils ont vu le processus. Ils disent non. Dans chaque bureau de vote, il y a chaque représentant de chaque candidat. Comment peut-on avoir ces résultats-là alors qu'on dit que c'est faux, alors qu'ils ont leurs représentants sur place qui ramènent les PV, qui présentent que non, ça a été biaisé. C'est faux ce qu'ils disent. Ils ne sont pas populaires. Ils sont connus que de leurs églises, de leurs quartiers, de leurs amis, de leurs parents. C'est les voix de leurs connaissances qu'ils ont eues. Ils n'ont pas mené des actions comme a mené Touadéra, comme a mené Anissé Dolo-Guelleh pour avoir le suffrage de tous les Centrafricains. Ils n'ont pas eu cette portée-là. Touadéra, pendant 5 ans, a payé tous les fonctionnaires centrafricains sans arrêt de salaire, ni les pensions, les bourses. Mais il est connu de tous les Centrafricains. Il a mené des actions d'envergure. Non, je vous dis ça. Je n'ai pas voté. Je n'ai pas voté pour Touadéra. Je vous assure. Pourquoi, en tant que candidat indépendant, il a percé? C'est parce qu'il a modernisé. Il était en train de moderniser la RCA. C'est ce que disait Boston. Je donne la parole à Abel Naki, s'il vous plaît. Abel Naki. Je pense qu'en Centrafrique, il y a 3 choses qu'il faut voir. Il y a d'abord le fait que c'est un pays qui sort d'une guerre de 3 années. La deuxième... 3 années et encore, oui, on peut même dire, ça fait 10 ans que c'est pas... La deuxième chose qu'il faut regarder, c'est le peuple qui est sorti. Est-ce que ces 20 candidats qui font une déclaration et ce monsieur, j'oublie le nom, Capou. monsieur Capou, qui parle des urnes bourrées, est-ce que ces gens-là sont représentatifs de ce peuple centrafricain qui est sorti comme un seul homme pour aller voter? Bon. C'est ça qu'il faut voir. Maintenant, après, il y a des moyens de recours. Il y a des moyens de recours en démocratie. S'ils ont vu qu'il y a eu des tricheries, ils peuvent saisir les juges ou le conseil constitutionnel. C'est le conseil constitutionnel pour le coup. Ou même les juges de la sous-région, la CEMA, comme on l'appelle. Voilà. Donc il y a des recours. Pour le procès électoral, en tout cas, c'est la Cour constitutionnelle qui, elle, doit être saisie. Il faut aider le processus à aller de l'avant. Je pense que c'est à l'issue de ce processus-là qu'il faut aider ce pays-là à sortir de cette crise. On a fait un tour. Vraiment... J'ai volontairement laissé évidemment s'étaler cette émission et je savais qu'elle allait provoquer un vif débat. Je tiens à vous rassurer, évidemment, je ne traite que les sujets qui font débat. Voilà. Encore une fois, je m'attarde sur la Centrafrique, sur les sujets qui font débat. Je ne suis pas là pour dire il a raison, il a faux, etc. Je ne suis pas là pour accabler qui que ce soit. Bien sûr, et je regarde nos amis téléspectateurs, bravo
aux Centrafricains, évidemment, en plus, évidemment, on connaît la situation sécuritaire, d'être allés en masse. Et évidemment, ça, c'est un outil dont il faut se saisir, ça s'appelle le bulletin de vote. Merci à vous, messieurs. On continue. Deuxième sujet, le débat continue sur la page Facebook Ça fait débat. Elle s'intitule Ça fait débat. Vous likez, vous commentez en toute liberté d'expression. Et sur Twitter, @CFDébat. La Côte d'Ivoire, parlons-en justement. Alassane Ouattara, qui gracie 3100 détenus. Alors justement, Alassane Ouattara, il a annoncé, il y a quelques jours, avoir accordé des grâces présidentielles pour 3100 prisonniers de la crise post-électorale. Pour sa part, l'opposition, elle indique clairement que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de grâce présidentielle, mais surtout d'un État de droit. Ça vous choque ? J'imagine que non. D'un État de droit, oui, on a besoin d'un État de droit en Côte d'Ivoire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce que fait M. Ouattara maintenant en disant qu'il libère 3100 prisonniers, parmi lesquels il prononce pour la première fois des prisonniers politiques. Donc Ouattara, ici, répond à la problématique d'existence des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, chose qu'on lui reprochait depuis et qu'il niait. Donc ça, c'est une victoire pour l'opposition que nous représentons. Deuxième chose, il y a eu un moment où nous avons décidé d'engager des négociations et des dialogues avec le gouvernement. Je suis allé moi-même en Côte d'Ivoire, j'ai rencontré le ministre Ahmed Bakayoko, nous en avons parlé, des prisonniers politiques. Monsieur Soro Diom, nous l'avons rencontré, nous en avons parlé. Nous avons rencontré aussi le ministre Aoussou Jano, qui est le ministre qui représente en tout cas l'intermédiaire entre le gouvernement et les partis de l'opposition. Nous en avons parlé, nous avons discuté avec lui. Nous avons rencontré aussi l'ONUCI pour parler des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui, 5 ans après, M. Ouattara reconnaît qu'il y a des prisonniers politiques et qu'il va procéder à une grâce présidentielle, c'est déjà une bonne chose. Mais il faut qu'il aille plus loin. Parce qu'entre une grâce... Il va procéder, il a accordé, là, ça y est, il a accordé plutôt une grâce présidentielle. Entre la grâce présidentielle et l'amnistie, je pense que Ouattara doit aller beaucoup plus loin pour faire une amnistie. Parce que la grâce présidentielle ne concerne que des prisonniers qui ont été jugés et qui ont été condamnés. On leur fait grâce. Mais il y a des prisonniers politiques qui n'ont jamais été jugés depuis 5 ans. Pour certains, depuis 4 ans, depuis 2 ans, qui sont en prison et qui n'ont pas été jugés. Dans ce cas, il faut une amnistie. Il faut qu'il fasse une amnistie pour que ceux qui n'ont pas encore été jugés soient libérés. Et ça, ce serait un acte fort que M. Ouattara pourra poser. Parce qu'il y a des symboles dans les prisonniers politiques. Et il y a des symboles comme Mme Simone Gbagbo, qui a été jugée, condamnée à 20 ans de prison. On parle de réconciliation en Côte d'Ivoire. L'acte que Ouattara doit poser, c'est de libérer les symboles de ces prisonniers politiques. Il y a Mme Simone Gbagbo, il y a les cadres du FPI, donc monsieur Hubert Oulaye, monsieur Lida Kwasi, monsieur Assouadou, qui sont des cadres du FPI, qu'il doit libérer. Mais il y a aussi des petits prisonniers. Il y a le retour des exilés. On fait un tour de table. C'est ça qu'il faut que M. Ouattara fasse. Antoine Glaser et ensuite après, Bastien Goquet et Paul Cyriac. C'est vrai que le droit de grâce, c'est toujours un peu le problème, c'est un peu le fait du prince. C'est vrai que des gens qui n'ont pas été jugés, on ne juge pas sur le plan du fond, c'est le fait du prince qui donne son droit de grâce. En plus, ça n'intervient pas n'importe quand, mais bien évidemment que c'est au moment du jour de l'an et des vœux, etc. Mais la réalité, c'est qu'il va y avoir le procès de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Bientôt. Normalement, il y a un État... déjà, il y a un premier état des lieux, je crois que c'est le 13 janvier, et le procès doit avoir lieu le 28 janvier. Le 14. La mise en état. La mise en état le 14 et le 28 janvier pour le procès. C'est bien évident que ça intervient dans un processus où il n'y a pas vraiment eu dans ce pays, disons dans les cœurs, pour faire court, de réconciliation nationale. Moi, je dis par rapport en tant qu'observateur, donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que de libérer comme ça, c'est aussi faire une sorte d'appel d'air, de faire comme si c'était une façon de tendre la main. Mais bon, je veux dire, ça résout individuellement le problème d'un certain nombre de gens qui vont être libérés. Mais je veux dire, de confondre en même temps les droits communs et en même temps les politiques, ça reste extrêmement compliqué. C'est confus, c'est le fait du prince. Et c'est vrai que dans ce pays, on reste quand même globalement dans une justice des vainqueurs. Il y a les gens, les partisans d'Alassane Ouattara, les anciens rebelles qui l'ont accompagné au pouvoir, où il y a eu un certain nombre d'exactions
Il y a des gens qui attendent encore des actes forts sur le plan politique, sur le plan de la justice. Ces actes n'ont pas vraiment eu lieu. Il y a eu comme ça un certain nombre de trucs. On a dit, tiens, il y a eu un tel, il y a une enquête, etc. Mais ce pays n'est pas totalement réconcilié. Il y a des gestes qui sont comme ça avancés, mais le vrai dossier, ça va être évidemment le procès de Laurent Gbagbo. La réconciliation est possible ou pas du tout? Bien sûr que la réconciliation, mais bien sûr que la réconciliation est possible, mais il faut quand même que le pouvoir, quand vous êtes au pouvoir, le problème en Afrique, c'est quoi? Ce sont, comme le président Alassane Ouattara, il n'y avait pas vraiment d'opposants, il n'y a pas vraiment, en Afrique, il n'y a pas vraiment de contre-pouvoir, il n'y a pas les gens qui ont les moyens, entre les moyens de l'État, entre quelqu'un qui fait campagne et qui dispose de tous les moyens de l'État et même ses propres moyens pour faire une campagne électorale et une opposition souvent qui n'a aucun moyen ou qui est divisée, qui a ses propres responsabilités, ses propres problèmes. Donc c'est vrai que c'est à Alassane Ouattara de faire l'effort pour la réconciliation nationale en premier. Et à partir de ce moment-là, ce n'est pas simplement des droits de grâce. À partir de ce moment-là, c'est vraiment un processus politique. Il va y avoir une révision constitutionnelle dans ce pays et il faut vraiment préparer l'avenir. Le problème, ce n'est pas 2015 en Côte d'Ivoire, c'est qu'est-ce qui va se passer en 2020. Voilà, c'est ça le vrai histoire. C'est ça. Est-ce qu'on va continuer sur ce combat de sortants? Parce que finalement, c'est le combat d'une génération qui s'en va. Le combat de Gbagbo et de Ouattara. Est-ce qu'on va retransmettre tout ce passif-là, le faire porter encore à une nouvelle génération de politiques ivoiriennes? C'est ça la vraie question. Et quand on observe bien, les exilés, pour moi, il aurait pu commencer par cela. Il y a beaucoup de gens du camp Gbagbo dont la fortune a été jusqu'à aujourd'hui bloquée, qui vivent dans des situations de délabrement à l'extérieur, des exilés. Ces gens-là sont frappés de la même manière que ces prisonniers ou Simone Gbagbo. Mais la vraie réconciliation, c'est, oui, passer par l'amnistie. Passer par l'amnistie. Alors, non, mais c'est une question qu'on soulève. Paul Sériac. C'est important déjà, quand on parle des exilés, je rejoins ça, généralement, le chef de l'État, le prince comme vous dites, quand il se décide à faire revenir les gens au pays déjà, il faut bien que les tensions se calment, il faut bien qu'il y ait une volonté, mais ça commence bien. Il a glacié les 3100 personnes déjà, il est sur le bon chemin. On ose espérer que derrière ça, il y aura quand même des actes forts, surtout par rapport à Mme Simone Gbagbo et les poches du président à l'époque qui ont œuvré, et puis voilà. Et pourquoi ne pas les juger déjà pour savoir à peu près ce qu'on leur reproche, mais si on ne les juge pas, certainement c'est les prisonniers politiques dont on parle, mais il peut poser des actes forts en demandant à ce que les exilés, mais certains ne vont pas revenir, parce que certains qui vivent à l'extérieur, au lieu d'aller dans le sens du retour à la paix, torpillent le processus au pays. Depuis leur position, ils torpillent toujours, ce qui fait qu'il y a toujours un esprit, il y a quelque chose de dualité entre eux. On se dit, même si on leur demande de revenir au pays, déjà, ils ne vont pas accepter de retourner parce qu'il n'y a pas d'acte fort qui a été posé. Et il faut bien qu'il y ait d'abord des actes posés en amont, essayer de préparer, de se rencontrer, discuter déjà avant d'en arriver là, certainement. À ce niveau, effectivement, par rapport aux exilés, nous avons fait une proposition, le CRI panafricain, au gouvernement, de mettre en place, de créer un haut commissariat pour le retour des exilés. Ce haut commissariat qui pourra confier à un pro-Gbagbo. Parce que qui, mieux qu'un pro-Gbagbo, peut parler aux pro-Gbagbo qui sont à l'extérieur? Pourquoi? Monsieur Ouattara, les pro-Gbagbo ne lui font plus confiance, surtout ceux qui sont en exil. On se souvient du retour d'exil, quand M. Ouattara disait qu'il fallait que les Ivoiriens rentrent en Côte d'Ivoire. On se souvient du retour du ministre Assoadou. Dès qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, 2-3 semaines après, il a été arrêté et il est en prison. Ça fait maintenant 1 an et demi qu'il est en prison. Donc, ils n'ont plus confiance au régime de M. Ouattara. Donc, pour l'acte fort, effectivement, il faut mettre ce haut commissariat que le CRI panafricain a proposé et le confier à un pro-Gbagbo. C'est un acte fort. Lui donner tous les moyens qu'il faut pour que les réfugiés puissent revenir. Parlons de l'amnistie. Je termine. Je vous en prie. Parlons de l'amnistie. Il faut rappeler que M. Laurent Gbagbo, en 2002, a fait une amnistie à tous les ex-rebelles qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire, M. Soro Guillaume et son équipe. Il y a eu amnistie. Donc, il n'y a pas eu de poursuite, il n'y a pas eu de jugement. Il a gracié en prenant une amnistie. M. Vous êtes en train de nous dire que M. Ouattara Gbagbo, pourrait bien... c'est le gentil, royal, et que Ouattara, c'est le méchant, et que c'est celui... Ce sont les actes qui parlent. Hein. Je ne sais pas, ce sont les actes qui parlent. Je vous dis que M. Gbagbo a pris une amnistie pour des rebelles.
M. Soro Guillaume et son équipe. C'est pas une question de gentil ou méchant. C'est pas une question de gentil ou méchant. C'est ce qu'il est en train de dire quand même, Abdelhaki. Il est en train de dire, je le rappelle simplement à nos amis, que quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, il a gracié, il a amnistié. Et quand Ouattara il est au pouvoir, pourquoi M. Gbagbo... C'est-à-dire que quand on veut une réconciliation effective, on peut poser pourquoi des M. Gbagbo l'avait fait? il les a posés depuis un an déjà. Pourquoi il avait fait M. Gbagbo? C'est des petits pas dans la bonne direction, mais il faut qu'il fasse des pas plus grands. Pourquoi il le faisait en son temps? Parce qu'il y avait une rébellion et il voulait que le pays soit unifié. Il voulait la paix. Il a pris l'amnistie. M. Ouattara veut la réconciliation, qu'il fasse une amnistie, qu'il libère Mme Gbagbo et qu'on aille tous à la réconciliation. Et il y a une grande partie des Ivoiriens, la moitié même des Ivoiriens, qui en souffrent parce qu'ils ont des parents qui sont en prison, qui en souffrent parce que M. Gbagbo est en prison, Charles Blé Goudé est en prison, il y a des exilés. M. Ouattara est président de la République. Ce n'est pas contestable. Il est président, il faut qu'il pose des actes forts pour que nous allions à la réconciliation. Il y a des symboles, il faut qu'il touche ces symboles pour que son nom soit gravé le message et que son passage a été transmis. Je sais qu'on est très regardé là-bas. Le combat politique de cette y compris en plus le combat par les politique gens de cette génération de est l'entourage de passé. Ouattara. Le combat politique de cette génération s'en va et M. Alassane Ouattara, dont même les Centrafricains devraient prendre exemple, parce que c'est à peu près les mêmes situations qu'ils auront à gérer. Nous aimerons pouvoir prendre exemple également sur lui, de sa capacité à dégager les générations futures des problèmes du passé. Antoine Glaser. Oui, non, mais c'est pas une question de bon et de méchant, c'est une question, en plus, en tant que journaliste, on est bien sûr bien plus critique par rapport à la personne qui est au pouvoir. Moi, quand il y avait Laurent Gbagbo qui était au pouvoir, on ne se gênait pas pour critiquer la façon dont il gérait le pays. Mais je veux dire, là, c'est quand même Alassane Ouattara qui est actuellement au pouvoir. Il n'y a que lui, il a vraiment tout dans les mains. Il a été réélu à 83% parce qu'il avait quand même personne, il n'avait aucune personnalité, et c'est pas faire injure à Afien N'Guessan, dire, il n'avait aucune personnalité qui avait vraiment une envergure, un charisme comme Laurent Gbagbo en face de lui. Il a été réélu et c'est vrai que c'est extrêmement important qu'il prépare pour les nouvelles générations, qui dégagent le terrain. Et la façon de dégager le terrain, c'est vraiment de rééquilibrer entre, franchement, le Nord, le Sud, avec un certain nombre de problèmes et avec un pays comme, je veux dire, la Côte d'Ivoire qui est quand même, qui est 40%, faut quand même toujours rappeler, 40% du produit intérieur brut, du PIB de l'ensemble de la région. Et donc, c'est pas simplement la Côte d'Ivoire, c'est aussi avec les problèmes du Burkina Faso, c'est très délicat, très tendu, donc c'est quand même assez important. Vous me poussez à vous poser la question, ce sera la dernière question avant de passer à la crise burundaise. Finalement, est-ce qu'il y a une place pour l'opposition? Où ça? En Côte d'Ivoire. Ah oui, j'ai pas essayé de passer sur l'ensemble. Non, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est le problème de l'opposition, c'est pas le problème de Alassane Ouattara. Le problème de l'opposition, c'est le problème de l'opposition, des personnalités de l'opposition. Je veux dire, c'est le problème, c'est du Front populaire ivoirien, c'est un certain nombre de crises. Et moi, je pense qu'à un moment donné, en Côte d'Ivoire, je suis pas devin, mais il va y avoir, comme dans tous les pays, comme il y a eu chez les frères du Burkina Faso, il va y avoir une société civile ivoirienne qui va émerger, et à mon avis, qui va à un moment donné déborder les partis politiques traditionnels qui très souvent en Afrique ont été soit happés par les pouvoirs en place, soit qui appartenaient aux mêmes baronnies, au même cercle de pouvoir, à la même manne, à la même caisse. En particulier en Côte d'Ivoire, c'est le cacao, et c'est comme ça dans les pays du pétrolier, c'est la rente pétrolière, et c'est les mêmes nomenclaturas qui se servent, qui mangent, eux, leur famille, leur clan. Donc il va bien falloir à un moment donné, les Sénégalais, les jeunes Sénégalais l'ont prouvé, les jeunes Burkinabés l'ont prouvé, vous verrez que la prochaine génération, ce sont les jeunes Ivoiriens qui prouveront qu'en dehors des partis traditionnels, comment ça va évoluer. Merci. Effectivement, sur cette question, oui. La place de l'opposition. Oui, l'opposition a sa place. Souvenez-vous qu'en mai 2015 a été mis en place la CNC, la Coalition nationale pour le changement, dans laquelle il y avait toutes ces grandes personnalités. M. Bani, Charles Konabani, Mamadou Koulibaly, le FPI de M. Aboudraman Sangaré. Des poids lourds quand même. Il y avait des poids lourds. Moi-même, j'y étais. Le FPI n'aurait pas été le FPI sans Laurent Hakoun. Décapiter Gbagbo et mettre de côté Laurent Hakoun, c'était tuer le FPI. Hein. C'est pas faux. Oui, donc ils y étaient. Ah, vous dites rien, là. Ils y étaient. Et donc, cette opposition, la coalition nationale d'opposition, a fonctionné à un moment donné, a donné de l'espoir aux Ivoiriens. Sauf que, comme le venait de le dire M. Glaser, l'ego des personnalités
et des partis traditionnels. Les partis traditionnels. Hein, comme le FP, qui est un ancien parti, qui souvent dit « nous sommes les pourvoyeurs de troupes », donc qui ne se mesure pas à nous autres qui sommes les petits partis politiques. Mais il arrivera un moment où cette opposition va faire une mutation. Et la jeunesse va prendre les choses en main. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. La CNC a fait son bilan. Les égos ont disparu, ils ont fui, ils ont tous fui la CNC. Nous y sommes restés. Nous sommes restés à la CNC. Et le jeune président de la CNC aujourd'hui s'appelle M. Jean Baenok. C'est lui qui conduit les choses. Nous avons fait le bilan. Vous avez le vice-président d'ailleurs, non ? Moi, je suis vice-président chargé de la communication, du marketing politique et du numérique. Et donc, nous avons fait le bilan et nous sommes dans les perspectives. Nous disons que l'élection présidentielle est différente de l'élection législative et des locales des mairies. Nous allons aller dans la bataille législative. L'opposition a toute sa place en Côte d'Ivoire et c'est la jeunesse qui va prendre le dessus sur ces anciens qui nous ont toujours amenés dans des délibérations. Je voudrais vraiment qu'on la traite. Paul Sériac, c'est ma parole. L'opposition à sa place, parce que s'il fait partie de l'opposition, il arrive à partir au pays, ressortir, et puis les gens travaillent dans ce sens, c'est qu'ils ont une place en tant que tel. Mais le problème de l'Afrique, c'est quoi ? Le problème de l'Afrique, le problème de l'Afrique, c'est quoi ? Et c'est qu'ils se retrouvent même chez nous. Mais ils y sont en Côte d'Ivoire. Ce qui se retrouve, ce même problème-là, je le ramène un peu dans un contexte national en Centrafrique. Les gourous, les vieux de la place, les anciens, qui se prennent pour des dieux, qui sont là, même pour leur parler, déjà, il faut se plier en quatre pour pouvoir se les approcher. Ils ont tourné la tête aux jeunes, ils ont pris la place, vraiment, ils ne veulent pas lâcher les choses, ils ne veulent pas lâcher l'affaire, c'est qui est sûr. Et quand on leur fait de l'ombre, c'est terrible. Il faut que les jeunes puissent prendre la responsabilité de dire, écoute, nous, on y va. On n'a pas besoin seulement de s'aligner derrière vous. On a une autre manière de voir les choses. Allons-y. C'est comme chez nous. Il y a une nouvelle génération qui est en train d'émerger. Dans les partis politiques, en Centrafrique aussi, les gens se fient aux idoles, aux dignitaires, aux anciens, aux présidents des partis. Un parti comme le MPC regorgé des cadres, mais ils sont obligés de s'aligner derrière leur président Ziguélé, qui a perdu plusieurs fois, 3 fois déjà les élections, mais pourquoi ne pas remplacer? Et dans les autres partis aussi, il faut bien qu'il y ait... C'est à 16 heures, mais oui. C'est important, mais non, mais ce qui est sûr, c'est que quand on a perdu 2-3 fois déjà, c'est terrible. Il faut bien que les gens prennent leurs responsabilités, que la jeunesse se relève. Déjà, eux, ils ont commencé. Le président Dako était président de la République à 29 ans, vous imaginez? Mais nous, on a même 44 ans maintenant. Ils veulent pas, ils disent qu'on est jeunes. C'est pas normal. Cette génération, je l'appelle aussi à s'exprimer, justement, comme le propose Antoine Glaser et vous autres. Ils ici. vont nous pousser dehors. Ils vont pousser pas Voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. Voilà. Écoutez, en tout cas, c'est sur cette note. Je vous propose, bien sûr, d'intervenir, de commenter et de réagir en toute liberté d'expression sur votre page, qui est la vôtre sur Facebook, qui ne cesse de grimper d'ailleurs. Et je vous en remercie infiniment, puisque vous êtes très nombreux à le faire. La page s'intitule « Ça fait débat ». Vous likez, vous commentez en toute liberté d'expression. Et puis sur Twitter, @CFDébat. Messieurs, dernier sujet qui a retenu notre attention, je vais parler de la crise burundaise. Pas de reprise de discussion, pas de reprise de dialogue. Aucune reprise n'est possible. On parle même de putsch, messieurs. Ce que je vous propose, c'est de découvrir ce sujet de reportage réalisé par Moïse Munkoro. Hier, devant la Cour suprême burundaise, Cyril Ndayirukiye a assumé sa responsabilité dans les coups d'État manqués dès mai dernier contre le président Pierre Nkurunziza. L'ancien ministre de la Défense a donc plaidé coupable, mais il assure qu'il ne pouvait pas rester indifférent face aux nombreuses tueries dans le pays. Si Cyril Ndayirukiye plaide coupable, il refuse de porter tout seul le chapeau. L'ancien ministre burundais de la Défense assure qu'il avait planifié le coup d'État avec l'actuel chef d'état-major général de l'armée. Le numéro 2 des putschistes demande une confrontation entre les deux hommes, une demande qui a peu de chances d'avoir une suite. Le gouvernement et l'opposition avaient rendez-vous mercredi à Arusha en Tanzanie pour poursuivre les négociations. Mais la rencontre a été annulée. Pour l'heure, aucune nouvelle date n'a été fixée. Allez messieurs, justement, je pose la question. Alors, quand on voit tout ça, effectivement, on se pose des questions. Notamment, vous savez, cette déclaration, nous n'acceptons aucune négociation, nous n'acceptons les négociations, sans condition. Toutes les questions seront discutées, mais ce que, évidemment, le Conseil n'acceptera jamais, c'est un accord qui permettrait à Pierre Nkurunziza de continuer à gouverner le pays au-delà de ses 2 mandats présidentiels. Il est très clair, rappelle-t-il, c'est Pierre Nkurunziza qui fait cette déclaration. Je referme les parenthèses. Alors, une question que tout le monde se pose.
un dialogue est-il possible? Parce que c'est vrai que ce processus qui a été lancé maintenant, rappelons-le, il y a plusieurs semaines, il ne prend pas forme, hein, il a du mal, hein, c'est compliqué quand même, hein, ce dialogue. Alors on se pose la question, est-ce que finalement, il peut se faire, il peut se créer, il peut avoir lieu? Bien sûr, moi j'ai entendu des opposants, je ne vais pas citer les noms parce qu'ils ont des difficultés actuellement, en particulier au pays, mais qui ont dit, ils savent très bien que nous, on ne veut pas reprendre les armes parce qu'un jour ou l'autre, il va bien falloir aussi revenir au dialogue. Donc, même s'ils sont... on n'est pas loin d'une guerre civile. Hein. Ils considèrent, ça, hein. mais elle a déjà démarré, la guerre civile. Oui. Elle a déjà démarré. Vous avez des dizaines de milliers de jeunes qui ont été assassinés dans les rues, et pas dans n'importe quel quartier. Absolument. Mais il faut élargir. Ce n'est pas simplement le problème du Burundi. Il y a deux problèmes. Le problème, c'est le problème de toute la région. D'ailleurs, pour une fois, vous voyez à quel point la communauté internationale se tient en retrait, en considérant que c'est finalement les présidents de la région, en particulier Museveni, le président ougandais, qui doit gérer cette affaire. Pourquoi? Mais ça a échoué, Pourquoi? Parce que ce pays, il ne faut quand même pas oublier, le génocide du Rwanda, les génocides qui a pu se passer dans ce pays, à quel point déjà le président rwandais, Paul Kagame, a dit que si ça continuait comme ça au Burundi, il allait peut-être intervenir. Donc ça veut dire, clairement, tout le monde a compris, ça veut dire aller au secours des Tutsis, et à ce moment-là, on retombe dans les guerres ethniques. Et c'est vrai que c'est très important que ça soit vraiment, les pays de la région et l'Union africaine. C'est vraiment, ça va être le test de l'Union africaine, le Burundi. Ça veut dire, l'Union africaine a dit qu'il préparait une armée, une force régionale de 5500 soldats. Pierre Nkurunziza a dit qu'il les attendait, qu'il refusait qu'ils rentrent dans le pays pour pacifier le pays et qu'il lutterait, etc. Et il n'est pas question qu'ils rentrent en pays. C'est extrêmement important pour la région, pour l'Union africaine, et il faut, c'est vrai, être extrêmement prudent sur ce qui se passe. Pardonnez-moi, je voudrais juste faire une rectification, et j'ai été emporté, évidemment. La déclaration a été faite par... Elle n'est pas de Pierre Nkurunziza, bien sûr, et ce serait complètement loufoque que Pierre Nkurunziza lui-même fasse ce type de déclaration, mais c'est les autres... Non, mais pardonnez-moi, mais oui, mais c'est aussi important pour le téléspectateur de rectifier... On t'avait épargné, mais on avait rectifié. C'est important. Et non, mais en plus, je l'ai là-dessus sous les yeux. C'est les opposants qui disent clairement que la ligne rouge est franchie et que le troisième mandat n'est plus possible. Boston, Gobé. Mais il y a cette question-là de mandat, il y a cette question de nombre de mandats qui va se poser beaucoup dans toute cette région. On en avait déjà parlé la fois dernière. Oui, mon point de vue, c'est que c'est 2 mandats de 5 ans, c'est vraiment très court pour des États africains. Mais je ne reviens pas là-dessus. Le problème le plus grave, c'est de ne pas tomber dans la crise Hutu-Tutsi à nouveau. C'est ce qu'a rappelé Antoine Glazer. Et même de ce côté-là, l'opposition devrait... Mais c'est pas un peu le cas, là, Boston? Non, on n'y est pas encore. Ce que je veux dire, c'est que... mais il l'a rappelé, Antoine Glazer, quand on assassine tous ces enfants... Kagame a déjà commencé à recruter, à prendre dans les sites du HCR, dans son sud-est. Il recrute déjà de force des garçons qu'ils entraînaient et qu'ils envoyaient en guerre. En guerre, foutre le bordel, tirer sur les camps militaires chez Nkurunziza. Donc, Kagame a déjà commencé. Ce n'est pas qu'il va commencer, il l'a déjà fait. Et ça, en violation de tous les droits internationaux, prendre des réfugiés, des gens qui ont fui, enrôler de force les jeunes garçons pour les former et les renvoyer faire des actes militaires, c'est déjà mauvais. Donc, il n'y a que Museveni qui sait à la fois parler à Kagame et à la fois à Nkurunziza et aux autres. Mais je pense que ils se mettront d'accord sur la possibilité de prolonger un 3e mandat. Personne ne veut d'une nouvelle guerre au Tutsi. Personne ne veut d'une nouvelle guerre. Et puis 2 mandats, c'est écrit où? C'est la Bible, c'est quoi? C'est affigé dans le marbre, ce modèle occidental de démocratie. Non, c'était quand même des accords de sortie. Non, il faut rappeler, il y avait les accords d'Arusha qui étaient très précis. Qui stipulaient même au-delà des mandats, qui rééquilibraient entre les différentes ethnies la gestion du pays. Exactement, ça il faut le rappeler. Et donc ce n'est pas une question de Bible ou de courant. C'est ce qui a été dit, c'est la Constitution qui le dit. 2 mandats et pas plus. Les accords d'Arusha allaient très loin. Maintenant, M. Nkurunziza,
qui est un ancien rebelle, il faut le souligner aussi, voilà, c'est le comportement des rebelles, c'est tout ça, veut forcément faire un troisième mandat parce qu'il se dit que le premier mandat n'était pas, c'était l'Assemblée nationale qu'il avait porté au pouvoir. Donc ça ne compte pas, c'est pas le peuple. Donc ce qui compte, c'est celui de 2010. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit. Mais je pense que je suis d'accord avec Glaser qu'il faut que l'Union africaine prenne toute sa responsabilité dans cette crise au Burundi. Parce qu'on connaît d'où est sorti ce pays. Il faut vraiment intervenir. Il faut que l'Union africaine intervienne. Il faut que la sous-région aussi s'implique. Il faut donner du poids. C'était l'Afrique du Sud dans le temps. Exactement. Il faut donner beaucoup de poids à l'Ouganda pour pouvoir régler ce problème au Burundi. Et enfin, Paul Sérigue, parce qu'on arrive au terme de cette émission. Pardon, excusez-moi, vous savez quoi, juste une petite question. Vous savez quoi, il y a de nombreux experts, un peu comme vous, Antoine Glaser et d'autres, ils craignent que le pays ne retombe dans la guerre civile, et pourtant, on est en pleine guerre civile. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces nombreux experts ? Non, mais on n'est pas. Ils sont déconnectés ? Non, mais c'est pas la guerre civile. Je veux dire, le problème, c'est pour l'instant, il y a un certain nombre il y a beaucoup de gens qui sont réfugiés, qui sont exilés. Mais je veux dire, c'est pas la guerre. C'est pas la guerre civile. C'est pas comme au mois de mai 2015 au moment du putsch. Là, il y avait vraiment, il y a parlé de guerre civile et de putsch. Là, on n'est pas dans, c'est pas ce processus-là. Là, c'est le pouvoir qui contrôle complètement le pays. Paul Sérigue. Moi, je dis que tous les ingrédients sont réunis pour qu'on puisse aller à la guerre encore. Parce que déjà, les putschistes, ils ont été condamnés à perpétuité. Déjà, rien n'est fait pour essayer de calmer les tensions. Le fait de les condamner déjà à perpétuité et de ne pas leur donner l'occasion même de se faire représenter par des avocats, c'est direct. Déjà, ça ouvre le chemin à beaucoup de choses. Ceux qui sont là, ils savent qu'ils ne sortiront pas vivants de là. Et ceux qui sont dans la bourse encore, ceux qui sont même à côté, comme le dit, là, qui sont en train d'être préparés, là, si l'Union africaine dit qu'ils vont envoyer 5000 casques bleus, s'ils envoient, lui, là-bas, il va leur tirer dessus, hein, il ne va pas se laisser faire. Il a cette mentalité qu'on venait de dire, là, de rebelle, il ne va pas vouloir. Ou alors qu'on puisse trouver moyen de négocier, mais de négocier et puis de le contraindre. Parce qu'ils sont fous des aides en ce moment-là. Lui, ce qu'il veut, c'est se maintenir au pouvoir. Alors, troisième mandat, inéluctablement. Et c'est ce qui est terrible. Oui, Boston, Goké. Vous voulez dire, je vous ai arraché la parole. Je disais qu'il faut faire confiance à Mussolini. Il connaît très bien la région, il connaît très bien les participants. Et faut le renforcer alors. Faut le renforcer. Ouais, il faut lui donner du poids. Il faut le renforcer, mais c'est la solution de l'Union africaine, j'y crois pas. Une force militaire, que ce soit onusienne. C'était ma dernière question que je voulais poser juste à Antoine Glaser, en qualité d'expert. On a vu l'efficacité en Centrafrique. L'Union africaine, finalement, si ça échoue, s'il vous plaît, parce qu'après, je suis obligé de rendre l'antenne. On a suffisamment tapé depuis des années sur l'Union africaine. Il y a un Conseil de sécurité et de paix. On est obligé de passer par l'Union africaine. Pour eux, c'est le test suprême, c'est le test majeur. Bien sûr, parce que quand il s'agit de Boko Haram, vous avez de toute façon à N'Djamena, vous avez l'état-major français. Donc il y a une aide aussi. Tandis que là, pour le Burundi, pour toute la région, c'est uniquement les Africains, il n'y a personne d'autre. Eh bien, merci en tout cas. Voilà, c'était la conclusion qu'on propose à tous celles et ceux qui nous regardent. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, sur Facebook, ça fait débat. Vous likez, vous commentez sur Twitter, @CFDébat. Merci à messieurs, merci à Paul Sérigue Semaporo, président du collectif des Voix des Sans-Voix de Centrafrique. Merci à Boston Goké, qui est entrepreneur et ancien professeur de Dream, hein, n'est-ce pas? Merci à vous d'être venu ici. À Ben Laki, président du CRI panafricain, merci également. Et avec son ouvrage Côte d'Ivoire, notre CRI, chronique d'une résistance au cœur de l'Occident, aux éditions L'Harmattan. Voici, je le montre, il est là. Un petit appel à tous les Ivoiriens, à tous les pro-Gbagbo, à tous les Africains qui sont épris de paix et de justice. Le 28 janvier s'ouvre le procès du président Laurent Gbagbo. C'est là qu'il faut être. Il faut que tout le monde soit le message est passé. À La Haye pour soutenir le président Laurent Gbagbo, pour qu'il soit libéré, qu'on ait une vraie et réelle réconciliation. Voilà, réconciliation. On est bien sûr dans une logique d'unité, de réconciliation et tout ça. Et merci à Antoine Glaser, journaliste spécialiste Afrique. Merci messieurs. Merci à toute l'équipe technique, au réalisateur Valerio. À la semaine prochaine avec autant de plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.